Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse UPR de la semaine du 10 au 16 décembre 2018. À la une cette semaine, justice morte. Après les gilets jaunes, la colère noire des avocats et magistrats. Les hommes de loi dénoncent une justice déshumanisée qui servirait une logique purement comptable, portant atteinte aux justiciables, avec un accès aux tribunaux rendu plus difficile. Au cours de cette journée justice morte, ils ont orchestré de soigneuses mises en scène, se sont mis en grève d'audience et ont organisé des blocages de tribunaux. Source RT France, 12 décembre. Les fermetures de tribunaux participent de la tendance générale à créer des déserts de services publics dans les communes rurales. Cela correspond à la fois à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose la mise en concurrence des services publics, même régaliens, et à l'austérité qui est imposée à la France par les grandes orientations de politiques économiques, les GOPE, et par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, TSCG. Les services publics ainsi qu'une justice pour tous les citoyens sont des aspirations fortes du peuple français, héritées de notre histoire, et l'UPR les rétablira une fois au pouvoir. Gilets jaunes. Plusieurs syndicats de police demandent aux Gilets jaunes de faire une pause. Certains, représentants des forces de police, demandent aux Gilets jaunes qu'ils suspendent leur mouvement, au moins pendant la traque du tueur de Strasbourg. Source Le Figaro, 13 décembre. Aujourd'hui, le manque d'effectifs dans les forces de l'ordre et leur manque de moyens sont tellement criants que la situation devient intenable. Elles subissent les conséquences des injonctions de la Commission européenne qui exige de couper les moyens financiers des services publics pour mieux les démanteler. D'ailleurs, il serait bien commode pour Macron que le peuple souverain renonce à ses objectifs. Après Airbus, les Gilets jaunes bloquent les accès du dépôt d'Amazon à Toulouse. Une trentaine de personnes ont bloqué les accès de l'agence de livraison du géant du commerce en ligne Amazon, située dans le quartier Bordelongue. Elles réclament que le groupe américain paie ses impôts en France. Source La Dépêche, 12 décembre. Amazon est le symbole du libre-échange planétaire. Quelle responsabilité face à la fameuse transition énergétique à laquelle tient tant le gouvernement ? En plus de réclamer le paiement des impôts en France par Amazon, les Gilets jaunes envoient aussi un message important en faveur de la promotion des circuits courts et des petits commerces. Un très mauvais point pour l'éthique du journalisme. Un adhérent de l'UPR a comparé deux articles du même journal, Le Point, et qui traitent du même sujet. La destitution du président de la République française par l'article 68 de la Constitution de la Ve République. Source UPR, 11 décembre. La comparaison est accablante et prouve à quel niveau de propagande est descendu Le Point, bafouant toute la charte de Munich de déontologie du journalisme. On demande tout simplement aux responsables, aux médias, de faire appliquer, par exemple, la charte de Munich de 1971. Voilà. Oui, la charte de Munich sur l'éthique du journalisme. Ben, c'est l'éthique du journalisme, madame. C'est l'éthique du journalisme c'est la grande charte du journalisme fixée en 1971 par des journalistes eux-mêmes. Voilà. Le mot « dégage » disparaît d'une pancarte anti-Macron dans le JT de France 3. Plusieurs internautes se sont étonnés de la diffusion d'une photo de presse tronquée pour illustrer la mobilisation des Gilets jaunes à Paris lors de l'édition nationale du 19-20 de France 3 le 15 décembre.
Sur la version originale de ce cliché pris sur le parvis de l'Opéra de Paris par le photojournaliste Geoffroy van der Hasselt et diffusé par l'AFP, on voit une grande pancarte sur laquelle figure le slogan « Macron dégage ». Or, sur la version de la photo diffusée au JT de France 3, le terme « dégage » a dégagé de la photo, de la pancarte. On n'y lit plus que « Macron ». Source Huffington Post, 16 décembre. La télévision nationale est aux ordres de l'Élysée, à un tel point que cela devient grotesque. C'est la même télévision nationale qui se refuse à couvrir l'UPR, pourtant quatrième parti de France en nombre de militants, alors que même TF1 avait couvert l'université d'automne de l'UPR. Édition nationale du 19-20 de France 3, le 15 décembre, le mot « dégage » a été retiré de la pancarte dessus gilet jaune dans l'illustration du sujet lors du JT. Comme dans l'URSS de Staline, où l'on retouchait les photos qui montraient des figures politiques tombées en disgrâce, et que l'on enlevait des clichés. Et voici la photo originelle. Violence policière sur les Champs-Élysées. En fin de rassemblement à Paris, le 15 décembre, une manifestante des Gilets jaunes accuse la police d'avoir bloqué un groupe de protestataires qui demeurait sur les lieux, pour lui envoyer du gaz lacrymogène sans qu'aucune sortie ne soit ouverte. Source RT France, 16 décembre. Comment Macron pourrait-il encore oser dénoncer les violences policières à l'étranger quand son régime perpétue de tels actes? Gilets jaunes, réaction politique. Parce que c'est notre projet! Des fausses nouvelles, les fake news, comme on le dit dans le monde anglo-saxon. Macron annonce des mesures qui ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Comme souvent avec Emmanuel Macron, il y a beaucoup de communication et peu de concret. Il pense amadouer les gilets jaunes avec des mesures qui au final sentent la poudre de perlimpinpin. Il semble qu'Emmanuel Macron ait tout au plus gagné un peu de temps, appuyé massivement cela par les grands médias qui demandent aux gilets jaunes de rentrer chez eux, bien sagement. À cet égard, il faudrait aussi voir quelle serait la réaction de Bruxelles, puisque ces mesures sont entièrement supportées par le contribuable, et pour le moment non financées. Il n'est pas du tout exclu que l'Union européenne demande des corrections à la France, comme elle le fait actuellement avec l'Italie. Source UPR, 16 décembre. Pendant les annonces de Macron, de poudre de perlimpinpin, le Sénat, de son côté, allège l'exit tax. Le Sénat a voté pratiquement au moment de l'allocution présidentielle un allègement de l'exit tax qui sanctionnait certains exilés fiscaux. Cette disposition qui permettait de taxer à hauteur de 30% les plus-values réalisées à la suite de la vente d'actions par des Français riches et domiciliés à l'étranger a ainsi été très largement assouplie. Source Huffington Post, 10 décembre. Une belle illustration du « en même temps » macronien, pour un Sénat totalement déconnecté de la réalité. Un beau cadeau aux riches et aux exilés fiscaux, pendant que quelques miettes sont données aux pauvres. Gilets jaunes. Laurent Wauquiez et Marine Le Pen appellent un retour au calme. Laurent Wauquiez demande aux Gilets jaunes de ne plus manifester, pendant que Marine Le Pen demande que les Gilets jaunes fassent changer la situation par les urnes. Monsieur Éric Coquerel dit soutenir les Gilets jaunes pour faire céder Macron. Source France Info, 12 décembre. On sait ce qu'il advint lorsque le peuple souverain se prononce par les urnes. Le référendum bafoué de 2005 en est un exemple tragique. Monsieur Wauquiez voudrait pouvoir retourner à son petit confort et prie les Gilets jaunes de ne plus le déranger. Monsieur Coquerel dit soutenir les Gilets jaunes, mais refuse de lancer la procédure de destitution du président de la République. Après Macron, les députés qui trahissent les demandes du peuple vont-ils devenir la nouvelle cible des Gilets jaunes? Le Gilet jaune, Aïk Shahinian, annonce une liste européenne. La conversion politique du mouvement spontané des Gilets jaunes vient de passer un cap. Sur le plateau de France Info ce lundi 10 décembre,
après les annonces faites par Emmanuel Macron pour tenter de désamorcer la crise, l'un des représentants de la mobilisation, Aïk Shahinian, a annoncé sa volonté de présenter une liste aux élections européennes de 2019. Source Huffington Post, 10 décembre. Comment savoir si cet illustre inconnu va réellement défendre les revendications des Gilets jaunes? Ou s'il n'est pas un autre pseudo-gilet jaune poussé sur le devant de la scène pour mieux servir les intérêts de l'oligarchie? Une chose est sûre, politiquement, on peut faire confiance à l'UPR dont la charte n'a pas bougé depuis sa création en 2007. L'UPR soutient activement les Gilets jaunes par sa demande d'activer l'article 68 pour la destitution d'Emmanuel Macron. Et de longue date, le référendum d'initiative populaire fait partie de ses propositions depuis 2011. Nous instaurerons le référendum d'initiative populaire. Ce référendum existera parallèlement au référendum d'initiative présidentielle, conformément aux dispositions actuelles de la Constitution, mais il paraît légitime et normal dans un pays démocratique. Ça existe dans de nombreux pays, en Suisse, ça existe en Californie. Donc pourquoi ça n'existerait pas en France d'avoir un référendum d'initiative populaire? Ce référendum s'effectuera sous le contrôle de la nouvelle Cour constitutionnelle de la République française, qui vérifiera seulement si ce référendum est bien conforme à la Constitution. Mais nous n'aurons donc pas de jugement en opportunité politique préalable. Il vérifiera simplement si effectivement ça ne viole pas les principes fondamentaux de la Constitution. Mais pour le reste, ça dépendra aux Français de décider de prendre cette initiative. Une loi organique, vous connaissez le régime des lois organiques, qui sont des lois plus complexes que les lois normales. Une loi organique fixera les modalités d'organisation de ce référendum d'initiative populaire. Les référendums, qu'ils soient d'initiative de l'exécutif ou d'initiative populaire, pourront également désormais comporter plusieurs questions afin de permettre de nuancer les réponses. Puisque l'un des principes souvent opposés au référendum, c'est de dire c'est oui ou non. Eh bien, ça existe d'ailleurs ailleurs, d'avoir des référendums avec des possibilités pour les Français de répondre à diverses questions à la fois. Le 5e point, ça sera la reconnaissance du vote blanc. Et j'ajoute qu'il y a aussi Francis Lalanne qui dit faire sa propre liste de gilets jaunes pour les élections européennes. Ce qui fait qu'il y aurait donc 2 listes gilets jaunes pour les européennes. En sachant que de toute façon les électeurs UPR voteront UPR, les électeurs FI voteront FI, et les électeurs FN voteront FN, et les électeurs DLF voteront DLF. Donc les 2 listes gilets jaunes se partageront 3% des voix, avec une couverture médiatique des 2 listes gilets jaunes dont on sait à l'avance comment elles vont se passer. La motion de censure contre le gouvernement Philippe rejetée. La motion de censure contre le gouvernement émanant de 3 groupes de gauche, socialistes, insoumis et communistes, a été rejetée jeudi soir à l'Assemblée nationale, votée par seulement 70 députés. La majorité requise étant de 289 députés sur 577 pour que la motion soit adoptée. Source Sputnik, 13 décembre. Comme annoncé par François Asselineau, cette motion de censure était vouée à l'échec puisque la majorité de l'Assemblée nationale est composée de députés LRM. De plus, une motion de censure vise le gouvernement alors que c'est bien la destitution du président de la République et non pas la démission du Premier ministre que veulent les Gilets jaunes. Maintenant que la motion de censure a été rejetée, qu'est-ce qui empêche Mélenchon, Ruffin, Quatennens, Le Pen, Alliot, Dupont-Aignan, Lassalle et Compère de lancer la procédure de destitution d'Emmanuel Macron? Sachant en plus que pour entamer la procédure de destitution, la première étape, c'est uniquement 58 députés. Or, il y en a déjà 70 pour lancer un débat à l'Assemblée nationale sur la destitution du Monsieur le Président, comme cela avait déjà eu lieu sous François Hollande, à la fin de son règne mémorable. Édouard Philippe annonce un débat sur le référendum d'initiative citoyenne. Le référendum peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n'importe quel sujet, ni dans n'importe quelle condition.
affirme le Premier ministre dans un entretien aux Échos publié dimanche soir. Source Europe 1, 16 décembre. Le référendum d'initiative citoyenne, RIC, est une demande forte des Gilets jaunes. Mais la restriction du Premier ministre, pas sur n'importe quel sujet, laisse fortement à penser qu'il ne sera pas possible de demander des sujets comme la révocation d'un ministre ou du président de la République, ou le refus du pacte de Marrakech, ou bien encore la sortie de l'Union européenne. On se souvient que le peuple autrichien avait demandé un référendum sur cette question, qui lui avait été refusé par le Parlement. Et j'ajoute personnellement que, en ayant étudié un petit peu le sujet, il y a dans l'article 11 de la Constitution actuelle, à l'alinéa 3, un petit passage qui, en inversant les deux termes, pourrait devenir une forme embryonnaire de RIC. Malheureusement, tout RIC dans l'Union européenne deviendrait très difficile, puisque, selon l'article 60 de la Constitution, les référendums doivent être constitutionnels, c'est-à-dire approuvés par le Conseil constitutionnel. Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est de dire que toute désobéissance aux traités européens ou aux directives européennes est inconstitutionnelle. De même que l'article 55 de la Constitution dit qu'aucune loi française ne peut être contraire aux traités internationaux signés par la France. Ce qui fait que s'il y avait un RIC sur certains sujets, par exemple sur les services publics, sur l'impôt sur les bénéfices, eh bien ce RIC serait forcément interdit par les conseils constitutionnels, comme ça a déjà eu lieu pour des lois sur ces sujets, qui ont été invalidées par le Conseil constitutionnel. Le joker de l'oligarchie, Ruffin. Après ses opérations sans lendemain, Nuit debout et la fête à Macron, Ruffin essaie d'enterrer le mouvement des Gilets jaunes en proposant d'organiser des apéros devant les lieux de pouvoir pour faire plier Macron, tout en refusant mordicus de lancer sa destitution. Source UPR, 10 décembre. Je suppose que c'est pas des apéros saucisson pinard comme l'extrême droite, mais bon, c'est le même niveau, bref. Cet article a déplu à des adhérents de la France insoumise pro-Ruffin, qui nous l'ont fait savoir par des injures. Mais aucun d'entre eux ne s'est hasardé à démentir point par point notre démonstration et l'accablant exposé des faits. Ruffin a appelé à voter Macron au second tour, ce que même Mélenchon n'avait pas fait. Il refuse bec et ongle de sortir de l'Union européenne et de l'euro, parce qu'il ne veut pas être un méchant nationaliste, et refuse de lancer la procédure de destitution de Macron. Dans cet extrait, ils font passer un message, là ils font signer une pétition qui est carrément pour la destitution d'Emmanuel Macron, en référence à l'article 68 et au remaniement du gouvernement. Ça donne une température du climat politique. Vous soutenez cette pétition? Non, je ne l'ai pas signée personnellement, mais je veux dire, voilà où on en est. Voilà où on en est. Il a même refusé la démission de Macron dans cet autre extrait. C'est terminé puisque vous demandez aujourd'hui, cet après-midi, la démission d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai pas demandé la démission d'Emmanuel Macron cet après-midi. On a mal compris, alors. Ah oui, tout à fait. Et il refuse en plus de condamner l'OTAN et d'en sortir. C'est peut-être pour cela qu'il en est à sa 3e couverture des Inrecuptibles, propriété du banquier ultra-macroniste Mathieu Pigasse, également propriétaire du Monde. France. Je peux le faire. Hey, il y a quelqu'un qui est venu là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'invasion des envahisseurs. Bon, ben je te laisse la place, hein. Bonjour tout le monde. France. L'une des ordonnances Macron les plus emblématiques, invalidée par un tribunal. Les prud'hommes de Troyes ont invalidé une des ordonnances Macron, la jugeant incompatible avec le droit international. Un événement qui pourrait impliquer la fin du barème limitant les indemnités versées à un salarié en cas de licenciement abusif. Source l'Express, 14 décembre. Le principe est que les traités internationaux l'emportent sur les lois nationales. Or, la France a ratifié, voici plusieurs décennies, certains traités internationaux qui vont à l'encontre des dispositions adoptées dans le cadre des réformes intervenues dans le droit du travail, loi El Khomri, Macron, etc. Pour ce faire, le tribunal s'est appuyé sur les textes suivants.
la Convention numéro 158 de l'OIT, Organisation internationale du travail, ratifiée en 1989 par la France, et le texte fondateur de la Charte sociale européenne, ratifié par la France en 1999. Contribution des entreprises envisagée pour limiter le déficit. Le gouvernement n'exclut pas de faire participer les plus grandes entreprises à l'effort nécessaire pour limiter le dérapage du déficit hors des clous européens, à la suite des concessions consenties aux Gilets jaunes, a déclaré mercredi Bruno Le Maire. Plusieurs chefs d'entreprise reçus quelques minutes auparavant à l'Élysée par Emmanuel Macron, en sa présence, ont pourtant déclaré qu'il n'avait pas été question de les mettre à contribution. Source: La Tribune, 12 décembre. Encore une illustration du « en même temps » macronien. Les Gopé imposent de réduire les taxes sur la production, donc sur les entreprises. C'est donc un pur effet d'annonce que le gouvernement européiste savait déjà vouer à l'échec. Et oui, Macron nous en fume. Parce qu'il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire à cause des traités européens. Eh oui. Étudiants étrangers, mobilisation contre la hausse des frais d'inscription. La conférence des présidents d'université demande au gouvernement de suspendre la hausse prévue des frais d'inscription pour les étudiants extracommunautaires, estimant que cette hausse porte en elle le risque important d'exclure les étudiants et les doctorants. Depuis la semaine dernière, des étudiants se mobilisent contre cette annonce du gouvernement. Source RFI, 11 décembre. Après cette hausse des frais d'inscription, le gouvernement s'aborde un outil d'influence et de rayonnement. Notons qu'elle ne touche que les extracommunautaires, donc, dans l'idéologie de la construction européenne, les pays torchons hors UE. Pourtant, ceux-ci sont très largement majoritaires parmi les étudiants étrangers qui choisissent la France, notamment les Maghrébins et les Africains. Montpellier, pistonné par LRM, un ancien bénévole auprès de Macron s'empare d'un juteux contrat. Géré par un bénévole de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron et employant un de ses anciens gardes du corps, la société APS Sud a décroché un fructueux contrat avec l'université Paul Valéry de Montpellier, en contournant les règles d'appel d'offres et de mise en concurrence. Aïe! Source RT France, 12 décembre. Les promesses de renouveau de Macron étaient aussi une escroquerie dans le domaine du copinage et des contrats publics truqués. Cela pue l'ancien monde. Gironde. Ford refuse l'offre de reprise, 850 emplois menacés. Le couperet est tombé. Ford a annoncé ce jeudi, dans un communiqué, qu'il écartait l'offre de reprise de Punch Powerglide pour son unique usine française de Blanquefort, en Gironde. Source L'Express, l'expansion, 13 décembre. Encore un désastre industriel à mettre sur le dos d'un euro trop cher pour notre compétitivité et sur la libre circulation des capitaux et des marchandises. Eh oui! La France proche de se doter d'une nouvelle stratégie spatiale de défense. Le ministère des Armées est tout proche de remettre son rapport sur la politique spatiale de défense au président de la République, qui avait demandé le 13 juillet dernier de définir cette ambition pour les armées. Source La Tribune, 12 décembre. Sur ce sujet d'importance majeure pour les prochaines décennies, le rôle de la France devrait être de veiller au respect du traité de l'espace de 1967, liberté d'accès à l'espace, interdiction des armes de destruction massive, etc. Pourtant, on peut craindre que cette stratégie ne soit un pas de plus vers la militarisation de l'espace, que semblent imposer les grandes puissances et particulièrement les États-Unis. La fécondité continue de baisser en France. Le nombre moyen d'enfants par femme est passé de 1,88 en 2017 contre 2, 3 ans plus tôt, selon l'INSEE. Seule la fécondité des femmes immigrées se maintient. Source Les Échos, 13 décembre.
Cet indicateur est préoccupant et montre que la confiance des Français dans l'avenir diminue, avec des conséquences à long terme. C'est sûr qu'en enchaînant les CDD, on va réussir à fonder des familles. Quelle galère! Et n'imaginons même pas l'avenir que l'on va donner à nos enfants. Bref. Union européenne. L'Espagne annonce une hausse de 22% du salaire minimum. On pourrait croire qu'il s'agit d'un tacle à distance à Emmanuel Macron. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé qu'il augmenterait par décret le salaire minimum de 22% lors du Conseil des ministres du 21 décembre qui aura lieu à Barcelone. Cela constituera la hausse la plus importante depuis 1977, sur l'Obs 12 décembre. Theresa May a réchappé d'un vote de défiance sur le Brexit. Theresa May a survécu mercredi à un vote de défiance organisé par son camp, le Parti conservateur, hostile à son accord de Brexit conclu avec Bruxelles. Mais avec plus d'un tiers des députés l'ayant désavoué, le combat s'annonce acharné pour faire passer le texte décrié au Parlement. Source Romandie 12 décembre. L'accord négocié, défavorable au Royaume-Uni, qui maintiendrait une forte servitude par rapport au marché commun européen, ne plaît pas aux parlementaires pro-Brexit. L'avenir reste incertain concernant la possible ratification d'un accord de sortie. L'absence d'accord entraînerait soit un report, soit un deuxième référendum qui créerait un scandale outre-Manche, soit un Brexit dur qui n'est pas forcément synonyme de malheur. Au contraire, c'est un scénario où le Royaume-Uni récupérerait toute sa souveraineté. Eh oui! En attendant, en France, on pleurniche sur le Royaume-Uni, c'est la catastrophe. Hier, Sarkozy était à Montpellier avec Tony Blair et il faisait un débat à l'Altrad Stadium c'est un gros soutien majeur de l'équipe de rugby de Montpellier. Et les journalistes ils étaient déçus parce qu'ils ne pouvaient pas poser autant de questions qu'ils voulaient à ces deux anciens, l'un Premier ministre et l'autre président français. Ils ne pouvaient pas poser autant de questions qu'ils le voulaient. Et la seule question qu'ils ont pu poser, ça a été sur le Brexit. Et non, ce n'est pas Tony Blair qui a répondu, c'est Sarkozy. Et Sarkozy a dit que le Brexit était une catastrophe pour l'Union européenne. Et le principal intéressé qui était Tony Blair, lui, il n'a pas pipé un seul mot. Ah, zut alors. Et j'ai vu ça sur France 3, aux informations régionales Languedoc-Roussillon. J'essaierai de trouver la source. L'UE et le Japon concluent un accord inédit. Le Parlement européen a approuvé mercredi un vaste accord commercial entre l'Union européenne et le Japon, le plus important jamais conclu, présenté comme un symbole face au protectionnisme de Donald Trump et la crise politique qui entoure le Brexit. La conclusion de cet accord permet à l'UE d'affirmer son rôle de porte-drapeau du libre-échange, au moment où le multilatéralisme est plus que jamais remis en cause par les États-Unis. Source L'Essentiel 12 décembre. La Commission européenne négocie les accords commerciaux au nom des États membres. On remarque le lien rompu avec le peuple par cette commission non élue. En effet, alors que de plus en plus de peuples européens réclament davantage de protectionnisme pour protéger leurs emplois, la Commission européenne impose la vision inverse. Cela inspiré par la doctrine du libre-échange mondial. Eh oui. Sommet de l'UE, Juncker ébouriffe les cheveux d'une femme et en embrasse une autre. Très mauvais exemple, Juncker. Filmé par les caméras de journalistes, ces femmes semblent un peu gênées. Sur la toile, les internautes ont suggéré qu'il était saoul. Ce n'est pas la première fois que l'on soupçonne le chef de la Commission européenne d'être porté sur la boisson. Source Sputnik, 14 décembre. Jean-Claude Juncker a encore frappé
celui qui conseille la modération budgétaire au peuple d'Europe, serait bien inspiré d'en faire autant pour la boisson. En outre, il fait preuve d'un comportement machiste et proche du harcèlement sexuel, qui ferait scandale s'il ne s'agissait de l'un des dirigeants de la mafia européiste. C'est abject ce qu'il fait, mais bon, bref. L'Italie révise son déficit à 2%, c'est encore insuffisant pour Bruxelles. La décision de Rome de prévoir un déficit moins important pour 2019 est un pas dans la bonne direction, mais nous n'y sommes pas encore, selon Pierre Moscovici. Source BFM TV, 13 décembre. Encore et toujours Moscovici, qui a envie de l'étrangler. Commissaire non élu qui impose au peuple d'Europe une austérité qui ne marche pas au nom des sacro-saints traités européens. Quant à Salvini et Di Maio, ils s'aplatissent façon Tsipras. Comme les Français, les Italiens et les Grecs doivent désormais comprendre qu'il est inutile de voter pour l'ultra-gauche version Syriza ou France Insoumise ou pour des populistes version Salvini et Le Pen du Pont-Aignan, qui promettent des changements radicaux mais qui refusent de sortir de l'Union européenne. Eh oui, hélas. Budget de la France, dépasser la limite de 3% peut être envisageable. Après les annonces du président, le commissaire européen Pierre Moscovici prévient « L'écart du budget de la France sera acceptable, mais de manière limitée, temporaire et exceptionnelle. » Source Le Parisien, 11 décembre. Les annonces de Macron sont non seulement de la poudre aux yeux, mais elles font aussi monter au créneau les dictateurs de la Commission européenne qui détient le vrai pouvoir en matière de choix de politique économique. Eh oui, alors Macron peut proposer des solutions, ça ne marchera jamais. Il faut sortir de l'UE. Divers. Affaire Khashoggi, le Sénat américain accuse le prince héritier saoudien. Le Sénat américain a adopté jeudi 13 décembre, sans aucune opposition, une résolution tenant le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman pour responsable du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Source RFI, 13 décembre. Trump, qui cherchait à protéger son allié et bon client saoudien, essuie un camouflet du Sénat, qui a notamment entendu les conclusions de la CIA sur le meurtre de Khashoggi. Le Congrès s'opposerait-il pour autant à la vente d'armes à l'Arabie Saoudite? On peut en douter. Le cerveau des enfants abusant des écrans semble modifié, selon une étude. Ce sont les résultats préliminaires d'une étude ambitieuse menée par les Instituts nationaux américains de la santé et révélée par la chaîne CBS. L'IRM montrait un amincissement prématuré du cortex, l'écorce cérébrale qui traite les informations envoyées au cerveau par les 5 sens. Source Romandie, 10 décembre. De nombreux pédopsychiatres ainsi que les recherches sur l'enfance tirent la sonnette d'alarme sur l'excès dès le plus jeune âge de l'utilisation des écrans et ses effets nocifs sur l'attention, la vue et d'après cette étude plus globalement le cerveau. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bye. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes vacances pour ceux qui en ont, de ne pas trop manger de chocolat pour Noël et pour la nouvelle année. Et on vous souhaite joyeux Noël et une bonne année. Bye. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! Vous m'avez reconnu, les enfants? Je suis né le 21 décembre 1977 et je suis le père Fouettard. Je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël.